Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Une réponse locale à un problème global, n'est-ce pas? Nous avons 3 invités aujourd'hui pour parler du développement des monnaies locales. Michael Medina, bonjour. Bonjour. Vous êtes, reprenez-moi bien, hein, si je me trompe, vous êtes coordinateur en charge du volet opérationnel et du suivi des monnaies locales, ancien co-président de la monnaie locale de la Charente, la Bulle, c'est bien cela? Voilà, je suis coordinateur à la Fédération des monnaies locales, le Mouvement Sol. D'accord, Fédération des monnaies locales. Donc, ce qui signifie que vous travaillez sur plusieurs monnaies déjà, vous? Oui, et j'ai une vision nationale du champ des monnaies locales complémentaires, bien sûr. D'accord. Guy de Lafortelle, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes éditeur financier, fondateur de la lettre d'actualité de l'investisseur sans costume et puis notre chroniqueur également. Hein. On vous retrouve le lundi, Guy de Lafortelle. Et vous allez, peut-être, on commencera par vous d'ailleurs pour expliquer un petit peu ce fonctionnement des monnaies locales pour des auditeurs qui sont un petit peu comme moi, qui n'y connaissent, franchement, il faut le dire, rien. Donc on va tenter d'expliquer à nos auditeurs quel est l'intérêt de ces monnaies avant de se pencher sur les exemples concrets de nos invités. Jérémy Grésigne, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes utilisateur de la June, hein, donc il s'écrit G1, mais June, organisateur de rencontres monnaie libre, et vous êtes militant pour la mise en œuvre, la mise en avant de la June sur Internet. Vous êtes également vulgarisateur du fonctionnement de la June, donc c'est très bien. On a besoin de vulgarisateurs aujourd'hui pour mieux comprendre comment fonctionne cette monnaie en particulier, puis ces monnaies locales, et quels sont leurs intérêts. Alors je me tourne d'abord vers Guy de Lafortelle. Guy, vous qui êtes un peu notre monsieur économie et finance. J'aimerais que vous nous expliquiez aujourd'hui, il y a une forte tendance à une recrudescence des monnaies locales. À quoi servent-elles? Quelle réponse apportent-elles aujourd'hui? Alors, c'est une particularité française déjà, c'est qu'on a cette espèce en France, il y a un peu plus de 80, je pense 82 monnaies locales en France, ce qui est beaucoup et qui est quelque chose, à mon avis, inédit, au moins en Europe et sans doute dans le monde. C'est un mouvement qui a en gros une bonne dizaine d'années maintenant, qui a été encadré par la loi en 2014, donc qui date d'avant cet encadrement par la loi. Je ne saurais pas vous dire précisément, peut-être que mes compères pourront expliquer mieux d'où vient cet engouement en France, mais donc on a ces monnaies qui servent. Une monnaie, c'est un peu le réseau sanguin d'une économie. Et c'est toujours intéressant de se rappeler 2 choses, et c'est que une monnaie se place toujours dans une zone monétaire, ce qu'on a tendance à oublier, et que elle irrigue une zone monétaire. Un truc tout bête, quand vous faites une monnaie locale et que vous payez quelque chose en monnaie locale, vous êtes absolument certain que tous les gens qui vont faire circuler cette monnaie, cette monnaie va être dépensée, va être utilisée dans cet endroit, dans cette région, et que ça va pas passer chez Amazon, ça va pas passer, et ça va servir le territoire dans lequel vous êtes, et rien que pour ça. Oui, déjà rien que ça, vous avez raison, rien que ça pour nous, qui tentons d'apporter aujourd'hui des réponses à la mondialisation, qui tentons de décentraliser, de relocaliser, de revenir par exemple au circuit court. En fait, c'est une façon de promouvoir finalement le retour au local. Absolument. Il ne faut pas oublier que la monnaie, c'est un des grands instruments de souveraineté. Alors, on a toujours tendance à penser ça au niveau d'un État, mais c'est à l'échelle de tout groupe humain, c'est une manière aussi de fonctionner en autonomie, pas forcément en autarcie, mais au moins d'avoir une base un petit peu pour pouvoir fonctionner en autonomie. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans l'immense majorité de l'histoire de l'humanité depuis qu'on crée des monnaies, les monnaies en général sont en concurrence, et c'est pas mal d'avoir plusieurs monnaies. On n'est pas obligé sur une zone de n'avoir qu'une seule monnaie, et de pouvoir justement avoir une monnaie locale complémentaire. C'est quelque chose qui est très bon, parce que ça permet aussi un petit peu c'est bien de concurrencer l'euro de temps en temps. Maintenant, il faut faire juste attention à une chose pour rappeler un petit peu le fonctionnement de ces monnaies, qui sont donc c'est la loi fixe très précisément le fonctionnement d'une monnaie locale complémentaire,
Et il ne faut pas oublier qu'une monnaie locale complémentaire ne peut pas varier par rapport à l'euro. C'est que ce soit un eusco ou quelle que soit la monnaie. Si on prend un eusco qui est la monnaie du Pays Basque, un eusco vaut 1 euro, mais ce sera toujours comme ça. Donc derrière cette idée de monnaie locale complémentaire, vous n'avez pas non plus l'idée d'avoir quelque chose qui va remplacer l'euro. Qu'on soit bien d'accord, vous êtes sur des c'est monnaies complémentaire. On a bien compris. Exactement. Mais quand on veut, entre guillemets, faire fructifier son territoire, ça peut être intéressant de passer à cette monnaie locale, le SCO pour le Pays Basque, vous le disiez. Alors, Michael Medina, vous qui suivez plusieurs monnaies locales, d'abord, qui les crée, ces monnaies, et dans quel intérêt ? Alors oui, je dirais que la plupart du temps, pour la grande majorité des cas, ce sont les citoyens, donc la société civile, qui considèrent qu'il y a des leviers d'action au niveau de la monnaie, et donc ils réfléchissent à des projets de territoire en fondant des associations. Ils réfléchissent, ça prend en général entre 2 et 5 ans. C'est pour dire que c'est des projets qui ont eu le temps d'être bien maturés, bien réfléchis, etc. Et donc les citoyens fondent une association et ils impriment des billets de monnaie locale. Mais donc à partir de rien, pardon, mais là on est on fait de la création de valeur. En fait, on part de rien et on crée une monnaie. Alors on part pas tout à fait de rien, on part quand même d'un certain constat économique, écologique, social. On part de la loi 2014, on part de l'encadrement juridique, bien sûr. Donc on part pas de rien du tout, mais du point de vue strictement monétaire, oui, les monnaies locales sont créées ex nihilo, on pourrait dire. Et donc elles ne passent pas par une banque. Non, les monnaies locales ne passent pas par un établissement disposé d'un agrément bancaire. D'accord. Et comment ça fonctionne ? Elles sont distribuées à qui, ces monnaies au niveau local ? À tous les habitants de cette communauté ? Ah bah oui, à tous les acteurs économiques, à tous les habitants. C'est aux habitants de faire la démarche pour se procurer des monnaies locales, donc soit en mettant des principes de change volontaire, donc ils vont dans des comptoirs de change, ou alors pour les monnaies qui sont numérisées, parce qu'il y a des monnaies numériques qui peuvent aussi mettre en place un change via leur téléphone portable ou via le site internet. Mais il y a aussi d'autres manières de recevoir des titres de monnaie locale complémentaires, par exemple de négocier avec son employeur, si c'est une structure agréée de la monnaie locale, pour recevoir une partie de son salaire en monnaie locale, ce qui est tout à fait envisageable, ou pour les agents pour les agents d'État, demander à une collectivité de recevoir une prime en monnaie locale aussi. Il y a plusieurs manières de recevoir ces monnaies locales-là, et tous ces canaux sont tout à fait riches et tout à fait légitimes à être étudiés sérieusement aujourd'hui. D'accord. Vous qui donc avez une vision globale, il y a combien en France de monnaies locales qui sont développées ? À ma connaissance, il y en a 84. 84 quand même, oui. Oui, c'est beaucoup. Ça représente une somme de un peu plus de 5 millions de titres de monnaie locale en circulation sur le territoire national. D'accord. Alors, on va continuer de faire le tour de ces monnaies, Michael Medina, mais Jérémy Grésigne est avec nous également. Jérémy, vous êtes donc utilisateur de la June. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la June ? C'est encore différent, c'est une monnaie parallèle. Voilà, alors la June, c'est pas une monnaie locale, c'est une monnaie alternative où on a repensé la création monétaire. Vous parliez tout à l'heure de souveraineté. L'idée, c'est vraiment de reprendre la souveraineté sur la création monétaire et qu'elle soit créée par le peuple. Donc la June, qui est une monnaie libre, la première et la seule actuellement, elle sort de la TRM, donc la théorie relative de la monnaie, qui a été créée en 2010 par Stéphane Laborde, un ingénieur mathématicien. Et donc cette théorie relative de la monnaie, elle définit ce qu'est une monnaie libre. Tout d'abord, elle reprend les 4 libertés un peu synonymes du logiciel libre. Donc la liberté d'accès au code source, la liberté de partage, de modification démocratique. C'est un peu les mêmes libertés pour la monnaie. Et surtout, elle met un point d'or sur l'égalité spatio-temporelle. Donc c'est un gros mot pour dire l'égalité des utilisateurs dans l'espace et dans le temps. Et donc cette création monétaire, parce qu'il faut bien que la monnaie soit créée à partir de quelque chose, donc c'est ex nihilo, mais soit c'est créé par des banques, soit c'est créé pour les monnaies locales par les institutions, les associations, etc., ceux qui gèrent ça. Là, c'est créé directement par les utilisateurs et uniquement par les utilisateurs. Donc c'est une monnaie qui est vraiment atypique. Elle a été lancée il y a 6 ans, donc le 8 mars 2017, il y a 5 ans, pardon. Et elle repense vraiment la création monétaire, c'est-à-dire qu'elle propose une nouvelle façon de concevoir la monnaie. Alors bien sûr, c'est pas une monnaie qui va se créer en opposition à l'euro. On ne dit pas qu'on veut remplacer l'euro, c'est une expérience.
on propose, on dit voilà, à partir de là, on propose une nouvelle façon d'utiliser la monnaie, de la créer. Mais alors, Jérémy Grésine, concrètement, restons le plus concret possible pour nos auditeurs et pour moi aussi qui dois tenter de vous suivre. Là, tout à l'heure, on parlait de ces monnaies locales et en fait, on comprend bien qu'elles viennent irriguer un territoire et donc elles ont cet intérêt de pousser, on va dire, à la consommation de l'échange local, ce qui est évidemment intéressant pour les producteurs, etc. Mais quel est l'intérêt de la monnaie libre? C'est la question que je vous pose, Jérémy Grésine. Je vous laisserai réfléchir un petit peu puisqu'on fait un point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. La table ronde. Les monnaies locales, peut-être une solution pour redynamiser nos territoires et pour répondre aux crises mondiales, aux crises du globalisme, du mondialisme. Nous sommes pour en parler avec Michael Medina, coordinateur en charge du volet opérationnel et du suivi des monnaies locales pour la Fédération des monnaies locales, Guy de Lafortelle, éditeur financier et fondateur de la lettre d'actualité L'investisseur sans costume, et Jérémy Grésine, utilisateur donc de cette monnaie, la June, organisateur de rencontres monnaie libre. La June, c'est une monnaie libre et militant pour la mise en avant de la June sur Internet. Jérémy Grésine, vous nous expliquiez donc que la June n'est pas une monnaie locale, c'est une monnaie libre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt porté par cette monnaie qui donc ne vient pas irriguer un territoire comme la monnaie locale? Alors, la monnaie libre étant un concept, on pourrait très bien imaginer une monnaie libre qui irait irriguer un territoire local. Ceci dit, pour la June, étant la première expression et une première expérience, elle n'est pas dédiée à un territoire local. Mais concrètement, comment ça se passe? C'est quelque chose qui a été créé en France. C'est utilisé un petit peu partout, dans les villes, dans les campagnes. Et ça s'organise autour de rencontres monnaie libre pour expliquer le concept, pour faire découvrir aux gens qu'est-ce que c'est que cette monnaie libre, comment ça fonctionne, rééchanger à partir de ce que c'est que la création monétaire, remettre en question en fait comment est créée la monnaie, pourquoi elle est créée et proposer une alternative, en l'occurrence la monnaie libre. Oui, votre idée c'est plutôt de proposer une alternative. Alors pour le moment vous le dites bien, c'est évidemment complémentaire de la monnaie qui existe, mais c'est plus de proposer une alternative au système actuel. Tout à fait, c'est ça. Et pour ce qui est de l'utilisation, ça s'utilise comme n'importe quelle monnaie, donc on fait des échanges. Souvent, lors de ces rencontres, il y a des G-marchés. Donc des G-marchés, c'est des marchés où on échange des biens en monnaie libre, donc ça peut aller de légumes, de services. Il y a eu des échanges assez conséquents. Et voilà, il n'y a aucune limite à l'utilisation d'une monnaie, parce que la valeur d'une monnaie ne dépend que de la confiance qu'ont les utilisateurs en cette monnaie. D'accord. Alors, pour revenir rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous reprochez au système actuel sur la monnaie ? La création monétaire. Alors, ce que je reproche, ce que je préférerais en tout cas, c'est une création monétaire qui soit partagée. C'est-à-dire que là, l'argent est créé ex nihilo. La monnaie est créée ex nihilo par les banques privées à 90% via la monnaie scripturale et un peu moins de 10% de fiduciaire par la BCE. Et donc, c'est une création monétaire qui n'est pas gérée par le peuple et qui ne profite pas au peuple. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Donc là, ce que vous souhaitez, c'est reprendre le pouvoir finalement de la création de monnaie qui est pour le moment donné aux banques et la BCE, aux banques nationales, et de reprendre ce pouvoir pour que ce soit un pouvoir vraiment populaire, on va dire, enfin du peuple. Exactement. Alors après, c'est pas on ne crée pas de la monnaie comme on veut, c'est géré par un logiciel, parce que la June est une crypto-monnaie. La monnaie libre n'est pas forcément une crypto-monnaie, mais la première expérience en est une. Et c'est créé par le logiciel qui va distribuer automatiquement. Donc c'est créé sur chaque compte de chaque personne tous les jours et créer un dividende universel. Et donc c'est quelque chose qui ne dépend pas des utilisateurs. Ils ne le créent pas quand ils le veulent, mais ils créent tous les jours tous la même part de monnaie. D'accord. Donc il y a en plus une distribution égalitaire à tous, sans même avoir émis d'emprunt, par exemple, en fait. Donc c'est vraiment à partir de rien, il y a une distribution de monnaie. Alors, c'est pas une distribution, c'est de la création monétaire. C'est pas un revenu. C'est pas de la monnaie qui existait au préalable qu'on a donnée. En fait, on crée de la monnaie pour l'utiliser, tout simplement, de façon pratique. On a besoin de monnaie pour pouvoir l'utiliser. On a besoin de la créer, ça c'est une évidence. Mais au lieu de la créer par de la dette, comme c'est le cas pour l'euro, où à chaque fois qu'on crée de la monnaie, il y a une dette à rembourser. Donc, si on remboursait toutes les dettes, il n'y aurait plus de monnaie. Donc, c'est un système un petit peu particulier. Là, on crée de la monnaie pour pouvoir l'utiliser. Et on en crée de plus en plus. Ça, c'est en fonction du DU, alors peut-être on aura l'occasion d'y revenir plus tard, qui permet justement l'égalité spatio-temporelle, donc des générations.
il n'y a pas une génération qui va être avantagée par rapport à une autre. Par exemple, on a vu les 30 Glorieuses qui ont été beaucoup avantagées, qui ont pu acheter des terrains, des maisons à prix bas, et les générations actuelles qui sont beaucoup désavantagées, qui ont beaucoup plus de mal à acheter, à accéder à la propriété, ce genre de choses. Alors, Guy de Lafortelle, si on reprend un point de vue plus large et qu'on quitte seulement la monnaie parallèle pour voir toutes ces initiatives, monnaie locale, monnaie parallèle, enfin monnaie libre, pour parler de June, finalement, l'idée à chaque fois, c'est aussi, vous avez parlé tout à l'heure de souveraineté, c'est un peu de reprendre le pouvoir sur ces créations monétaires. Alors, dans le cas de la June, oui, pas dans le cas des monnaies locales complémentaires, parce que les monnaies locales complémentaires ne font pas de création monétaire. Les monnaies pour obtenir une monnaie locale complémentaire, une abeille, un sol, quel que soit, il faut donner un euro en face. Donc, d'accord. Vous avez toujours une parité avec l'euro, et le seul moyen de vous en procurer, que ce soit vous ou votre employeur, c'est de l'échanger contre 1 euro. Et dans le règlement, faut que les associations de gestion de ces monnaies-là aient des réserves de change en euros en partie. Donc les monnaies locales complémentaires, vous n'êtes pas sur de la création monétaire. C'est-à-dire que votre création monétaire, ça va avec celle de l'euro. D'accord. En revanche, dans le cas de la June, là, vous avez quelque chose d'honnêtement révolutionnaire. Mais c'est un truc, la June, c'est pour le dire, et pour essayer de l'expliquer simplement. Donc une monnaie, encore une fois, se place dans une activité économique. Et une activité économique, si on un peu la réduire grossièrement à son PIB, un PIB, c'est formé de 2 grands éléments qui sont la consommation, qui est liée beaucoup au nombre de personnes que vous allez avoir dans une économie et à leur âge aussi, et à la consommation d'énergie. Et presque toutes les monnaies sont liées habituellement à de la consommation d'énergie, que ce soit si vous avez une monnaie, un étalon or, il faut dépenser une énergie considérable si vous voulez sortir votre or de la terre. Et même une monnaie comme l'euro, qui est une monnaie crédit, normalement, vous allez devoir dépenser beaucoup d'énergie pour rembourser votre crédit d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais alors l'euro, vous êtes dans une situation particulière qui est que maintenant on est dans un moment où on sait que les crédits sont plus remboursés. Donc on a quelque chose qui est parti, qui ne peut plus que s'effondrer maintenant, l'euro. De manière générale, pas que l'euro, les grandes monnaies fiduciaires vont finir par s'effondrer parce que elles sont plus reliées à la réalité. Donc, oui, elles ont été trop gourmandes, elles se sont trop élargies finalement aussi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ce sera pas autrement. Et la June, elle, donc avec Stéphane Laborde, ils ont pris ce parti de dire non, nous on va pas faire de création monétaire en fonction d'une consommation d'énergie, on va faire ça en fonction d'un nombre de personnes. Le nombre de June créés dépend du nombre de personnes qui sont dans le réseau. Oui. Je peux pas vous dire si c'est vraiment une façon nouvelle d'appréhender les choses en fait. C'est absolument révolutionnaire. C'est d'un point de vue économique, il y a des gens qui peuvent vous dire que oui, mais c'est bien d'avoir un nombre de personnes, mais c'est mieux de savoir de créer la monnaie en fonction de l'activité de ces personnes. Mais franchement, je trouve rien que cette idée de se dire on va pas créer la monnaie par une dépense d'énergie, mais par un nombre de personnes qui est dans le système, c'est un truc qui est très intéressant. Et vraiment, je me réjouis qu'il y ait en France des gens, qui aient cette capacité de se projeter comme ça, qui est aussi, c'est pas simple, ce qu'a fait Stéphane Laborde, c'est un truc, théoriquement, ce qu'il a fait, c'est remarquable. D'accord. Et ça, c'est cette création de cette monnaie libre, la June, c'est vraiment typiquement français, il n'y en a pas d'autres dans d'autres pays, vous pensez qu'on est un peu le fleuron de la monnaie libre? Alors, la June, parce que techniquement, donc c'est une crypto-monnaie. Donc d'un point de vue technique, non, c'est pas. Mais dans la logique de création monétaire, de dire moi, je vais créer un truc par le nombre d'utilisateurs, par un nombre de personnes. Je sais pas si c'est la seule, mais c'est quelque chose qui est, moi, j'ai jamais vu ailleurs, et qui est, c'est quelque chose de très particulier, la June. D'accord. Alors, je me retourne vers Michael Medina pour les monnaies locales, parce que tout à l'heure, on a commencé à parler. J'aimerais que Michael Medina, vous nous donniez en fait, tous les avantages de ces monnaies locales, tout ce qu'elles ont déjà apporté. Vous disiez qu'il y en avait plus de 80 sur les territoires français. Je ne sais plus exactement combien vous le disiez tout à l'heure. Quels sont les bénéfices de ces monnaies locales ?
Les bénéfices sont multiples et sur plusieurs dimensions. Si vous me permettez, je vais peut-être aussi revenir, avant de répondre complètement à votre question, sur les propos de Monsieur de la Fornel, c'est ça, De la et de Fortelle, Monsieur Lafortelle, pardon, et de Monsieur Grésing, sur le concept de création monétaire. C'est vrai que c'est un sujet très très intéressant. Et nous, pour autant, si les monnaies locales ne se font pas de la création monétaire au sens officiel ou juridique du terme, pour autant, il y a quand même une création de valeur. Et au moment où l'association a imprimé des billets de monnaie locale, qui lui ont pas coûté le prix de la valeur faciale du billet. On est bien d'accord, pour imprimer 60 000, une valeur de 60 000 euros en valeur faciale, ça coûte moins cher que ça. Donc, quand un utilisateur vient pour échanger des euros, 10 euros contre 10 unités de monnaie locale, eh ben, il y a quand même création d'une valeur quelque part. Et au moment où on donne les 10 euros, on récupère 10 unités de monnaie locale, mais nous, on n'a rien perdu en termes de valeur dans notre portefeuille, dans notre porte-monnaie. Ça demande une grande confiance d'ailleurs des utilisateurs, d'aller se jeter dans l'inconnu. Et d'ailleurs, Monsieur Grésing le rappelait tout à l'heure, la monnaie, c'est que de la confiance, et je suis complètement d'accord avec ses propos. Mais du coup, pour finir sur ce propos-là, quand on donne 10 euros et qu'on a 10 unités de monnaie locale, nous, on n'a rien perdu, on a toujours 10 de valeur. Par contre, on a fait un don de 10 euros quelque part sans avoir perdu cette somme de valeur. Et ça aussi, en ce sens-là, je voudrais dire que c'est révolutionnaire de donner une valeur financière sans en perdre autant le montant. Et donc, nous, ce qu'on fait avec cet argent-là, c'est qu'il est sur un fonds de garantie. Donc, si jamais l'association coule, ce qui peut arriver, on rembourse les utilisateurs. Ces fonds de garantie sont stockés sur la nef. C'est une banque éthique, la seule vraie banque éthique, à mon sens, qui est la nouvelle économie fraternelle, qui, elle, réinvestit une part de ces fonds de garantie dans des projets locaux. Donc, il y a un double effet, c'est-à-dire on donne sans pas perdre, et puis en plus, la monnaie locale qu'on a dans la poche, elle tourne sur le territoire. Maintenant, sur la question des bénéfices... vous avez commencé finalement en parlant de cet argent qui va dans une fondation locale déjà. C'est déjà un premier bénéfice. Oui, c'est vrai, c'est complètement un bénéfice. Maintenant, il faut peut-être en expliquer plus en détail les mécaniques de ce bénéfice-là, que quand l'argent circule en local, la monnaie locale, elle contraint, comme disait Monsieur de la Fortelle tout à l'heure, la monnaie est contrainte sur un territoire, sur une zone géographique. Et c'est précisément le principe des monnaies locales. Alors, juste une précision, Michael Medina, avant que vous continuiez. Oui. Les monnaies locales, en général, sont sur quelle dimension géographique ? Un bassin de vie. Un bassin de vie, ça peut varier selon si c'est une monnaie qui vient d'une métropole ou si c'est une monnaie qui vient d'un territoire rural. La taille géographique, c'est souvent entre l'échelle d'un bassin de vie et d'un département, je dirais. D'accord. Je reprends le fil du propos. Du coup, quand on a dans la poche, quelle que soit la manière avec laquelle on se l'est procuré, de la monnaie locale, et qu'on va payer par exemple son boulanger en monnaie locale, eh bien, ce boulanger va se retrouver dans ses caisses avec de la monnaie locale et lui-même va être contraint par cette même zone géographique. Et donc, il va essayer de se dire, est-ce que j'ai un fournisseur qui vend de la farine, par exemple un petit meunier dans mon département, dans le territoire de la monnaie locale, pour réutiliser ces monnaies locales-là. Deux options, soit oui, il en a un, et dans ce cas-là, il peut le payer, et donc ça favorise la circularité de l'économie, l'interconnaissance des professionnels entre eux. Mais deuxième option, il n'a pas de fournisseur de farine, et ça c'est le cas le plus fréquent, c'est-à-dire que il achète au plus avantageux de la farine, disons en Italie, en Turquie ou en Grèce ou je sais pas où. Et du coup, le travail des associations de monnaie locale, c'est d'accompagner les professionnels à trouver des fournisseurs locaux et donc parfois même à faire émerger des débouchés, c'est-à-dire en interpellant les pouvoirs publics, en leur disant là il y a une demande, on a 10 professionnels boulangers qui ont envie d'acheter de la farine sur le territoire, est-ce que vous pouvez pas aider à la création d'emplois pour fabriquer de la farine localement, on a toutes les ressources qu'il faut, etc. Et donc en ce sens-là, il y a une vraie restructuration microéconomique et une relocalisation de l'outil de production. C'est formidable. En fait, vraiment, vous êtes un impulseur avec ces monnaies locales de dynamisme économique. Oui, on essaye de l'être à notre échelle. C'est vrai que les montants de monnaie locale par rapport aux montants d'euros sont encore trop petits, mais oui, il y a cette potentialité-là d'avoir un vrai levier d'action sur la relocalisation des outils de production. Et oui, nous, on essaye d'être complémentaires, ou plutôt de faire en sorte de diminuer ce côté flux tendu, mondialisé, low cost, qui est vraiment quelque chose qui tue en même temps les citoyens au niveau de la santé sociale, mais aussi l'écologie, l'environnement et l'économie. Vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est Monsieur de la Fortelle qui disait ça, que il y a une multitude de monnaies qui peuvent exister, et c'est vrai que pour reprendre une phrase un peu choc, qui moi me marque, c'est de dire que l'économie c'est un petit peu comme un champ ou un sol, c'est la richesse, c'est la diversité des espèces dans ce sol qui fait la richesse
de sol en nutriments, en apport gazeux, en biodiversité. L'économie, c'est pareil, c'est la diversité qui fait la richesse d'une économie, la diversité des monnaies. Et donc la monnaie libre qu'est la June, les monnaies locales complémentaires autant nombreuses qu'elles soient, les autres crypto-monnaies qui peuvent exister, les tickets restaurants, etc. Tous ces titres de paiement, toutes ces monnaies locales-là constituent une vraie richesse, une vraie résilience économique. Et à mon sens, il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on s'y intéresse de plus en plus aujourd'hui. Alors, ce que vous disiez, Michael Medina, également sur l'utilisation aujourd'hui, les utilisateurs de ces monnaies locales, finalement, le font plutôt sur des petits achats, on va dire les petits achats du quotidien, presque, en fait. Et évidemment, quand il s'agit quand on a besoin de passer à l'euro parce que le système ne fonctionne pas pour la monnaie locale, là, on passe sur des plus grandes dépenses. C'est bien cela ? Oh oui, de toute façon, monnaie locale complémentaire, c'est-à-dire que on n'est pas fait pour fonctionner seul. Un système uniquement en monnaie locale, il ne tiendrait pas. Vous pourriez pas acheter votre essence, vous pourriez pas vraiment acheter tout un tas de choses qui viennent de l'international et pour lesquelles aujourd'hui on est habitué à vivre avec ces provenances de l'international. Pour les gros montants, ça dépend. Il peut y avoir, à mon avis, des montants assez conséquents qui peuvent. Oui, parce que la construction d'une maison, par exemple, peut se faire uniquement en monnaie locale. Oula, non, parce qu'on va avoir besoin de matériaux qui vont venir d'assez loin, à mon avis. Je vais pas étudier spécifiquement la question du BTP pour l'utilisation des monnaies locales. Ça reste peut-être un sujet d'étude sur les 10 années qui viennent. Mais je me promets de revenir vers vous et votre radio et vos auditeurs si jamais j'ai développé cette étude-là. Oui. D'accord. Jérémy Grésigne, sur la June et la monnaie libre, aujourd'hui, quelles sont les utilisations faites par les propriétaires de la June ? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, tout type de biens et services. Donc, on a beaucoup, au niveau local, ça se développe des G-marchés avec des légumes, des biens de première utilité, donc des services, de la plomberie, de l'informatique, etc. On a aussi des biens d'occasion, beaucoup. Donc, ça peut aller des sèche-cheveux, des meubles, mais aussi des téléphones. Il y a même une voiture qui s'est vendue en monnaie libre. Et on peut même aller jusqu'à un terrain. Alors, pour l'échange notaire, d'un point de vue légal, on est obligé de faire avec 1 euro symbolique. Mais voilà, on peut vendre son terrain en June, acheter ses voitures. On a vraiment des possibilités qui sont illimitées. La seule limite, bien sûr, c'est au niveau du commerce. On ne peut pas acheter sur Amazon en monnaie libre. On ne peut pas aller à la pompe faire son plein en monnaie libre. Donc la limite, c'est vraiment ce que sont prêts à proposer les utilisateurs, donc ce que sont prêts à proposer les gens. Mais aussi les entreprises. On a par exemple des restaurants qui acceptent la monnaie libre. Et dès le moment qu'une entreprise l'accepte, ça devient disponible. Et après, comme toute monnaie, il faut penser à la rentabilité du système. C'est-à-dire que si un restaurant, par exemple, accepte la monnaie libre, il faut qu'il soit en mesure d'acheter ses matières premières en monnaie libre, donc ses légumes, éventuellement de payer ses employés, ce genre de choses. Donc il faut attendre que le système se développe. Il est encore jeune, il a que 5 ans. Et il est déjà à 6 000 membres et quelques, donc 6 000 membres co-créateurs de monnaie. Là, on ne parle pas d'utilisateurs, on parle vraiment de ceux qui créent la monnaie. C'est vrai. Ouais. Donc, on est à beaucoup plus et chacun peut l'utiliser dès à présent. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens ces 2 dernières années qui s'y sont intéressés suite à la crise du Covid. Oui. Donc voilà, c'est disponible absolument à tout le monde. Il n'y a aucune contrainte. On peut l'utiliser dès maintenant, comme n'importe quelle monnaie. Il suffit de travailler ou de vendre un bien pour en obtenir et ensuite de la dépenser, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, Guy de Lafortelle, dans ces monnaies dont on parle depuis le début de cette table ronde, c'est qu'on a l'impression qu'en plus de la monnaie, il y a comme tout un système parallèle qui se met en place, aussi un réseau finalement qui se réorganise également, et peut-être un réseau entre guillemets de résistance, on va dire, à la mondialisation. On sent quand même que il y a aussi derrière ça peut-être, ou est-ce que je projette, je ne sais pas, une envie de renouer avec quelque chose qui a un peu plus de sens, même à travers la monnaie. Non, pas du tout, vous avez entièrement raison, et il faut bien remettre l'église au centre du village. Une monnaie locale complémentaire ou une monnaie comme la June n'a de valeur que dans l'initiative humaine du groupe au départ. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup regarder la première des monnaies locales complémentaires en France, c'est l'Eusco qui est dans le Pays Basque, qui donc Monsieur Medina disait qu'il y a à peu près 5 millions de monnaies libres en circulation. Je pense qu'il y en a au moins 2 millions rien que pour l'Eusco, qui est la plus grosse. Et comment ce truc a fonctionné? Pourquoi est-ce que l'Eusco a marché? À mon avis, le fait que ce soit au Pays Basque, qui est un endroit où il y a une très forte identité, ancrée, oui. C'est pas neutre, que c'est quand ces gens-là ont créé l'Eusco, ils ont énormément travaillé sur leur réseau, et donc quand on dit le réseau, c'est simplement tous les gens on travaille ensemble, c'est-à-dire que ils se sont regroupés, ils se sont regroupés d'un point de vue local. Je sais que vous avez dû recevoir Monsieur Hervé Juvin qui défend très fortement le localisme.
Non, Juvin. Ah, Juvin, pardon. Hervé Juvin. Ouais. Hervé Juvin Oui. qui a son grand cheval de mais bataille. pardon, alors en effet, il y a Hervé Juvin, évidemment, du Rassemblement National et qui a écrit un livre passionnant sur le retour au local. Et je crois que c'est Chez nous, le titre. Et je confonds avec Juvin Brunet qui lui-même a proposé le franc libre. C'est pour ça que j'ai fait une confusion. Voilà, que les choses soient claires pour nos auditeurs. Je vous en prie. Donc oui, c'est ce regroupement. Et l'autre particularité de l'OSCO, c'est que je pense, enfin je suis pas sûr, mais ça, Monsieur Medina pourra me corriger, c'est qu'en tout cas ils se sont associés assez vite, enfin pas tant que ça, à une collectivité locale. Dans le Pays Basque, pardon, j'ai plus le souvenir de laquelle c'est en particulier. Et donc c'est quelque chose qui est important, c'est qu'à la fois oui, il y a quelque chose, il y a une forme de la résistance, oui, on peut le voir comme ça. Mais ça marche aussi quand on est intégré aussi avec les pouvoirs publics de l'endroit, et ça marche à mon avis d'autant mieux que votre commune ou votre conseil départemental va soutenir parce que c'est leur intérêt aussi, parce sûr. Que on n'arrête pas de répéter, ça irrigue le local, ça irrigue l'activité d'un département, d'une ville, d'un bassin de vie, et ils ont carrément intérêt à faire ça. Alors c'est pas facile pour tout le monde parce que je suis pas sûr qu'il y ait tant de monde que ça dans les collectivités qui comprennent cet intérêt et qui soit capable de défendre ça. Et puis pour comprendre l'intérêt, il faut encore que le territoire soit encore relativement dynamique pour qu'il y ait vraiment un échange. Dans un territoire désertique, on va dire, l'échange de monnaie d'un seul coup perd un peu de son intérêt. Ouais, oui, alors en termes de volume, certainement. En termes d'intérêt, je saurais pas dire, parce que encore une fois, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un territoire est peu peuplé que vous avez pas une très grande solidarité. Il faut vraiment regarder ça comme une volonté d'un moment de partager un destin commun. Oui. Pour moi, c'est vraiment le destin commun qui a plusieurs échelles. Il y a un destin commun national. Il y a un destin commun européen et il y a un destin commun local. Local, régional. Oui, Michael Medina à ce sujet. Oui, très intéressant la question des collectivités et des pouvoirs publics. Je vous remercie de me lancer là-dessus. Nous, on organise là dans 2 mois la rencontre nationale des collectivités territoriales et des monnaies locales complémentaires, où on invite également l'État à venir se joindre à ces tables rondes. Et donc l'implication des pouvoirs publics, et c'est peut-être ça pour le coup qui nous différencie avec les monnaies libres ou avec la June, c'est que nous on articule avec un dialogue constant entre les monnaies locales et les pouvoirs publics locaux. L'idée, c'est de dire que les monnaies locales sont aussi un outil au service des politiques publiques locales. J'entends par exemple, je parle de celle que je connais le mieux, disons la Bulle à Angoulême, a reçu un soutien assez fort de l'agglomération de Grand Angoulême et de la commune d'Angoulême. La commune l'agglomération de Grand Angoulême a souhaité injecter 300 000 bulles via des primes sur les aidants de la crise du Covid. Et c'est autant de bulles qui ont touché de nouveaux utilisateurs. Et donc, ces utilisateurs-là, ils ont été découvrir des professionnels locaux. Peut-être certains faisaient leurs courses dans des grandes surfaces industrielles. Et ben, ils ont aussi redécouvert un catalogue de terroirs, un catalogue de professionnels qui s'engagent dans des démarches de transition. Dans ces projets de monnaie locale. Franchement, je suis très très enthousiaste en vous écoutant, Michael Medina, parce que en fait ça force un peu la main des utilisateurs de cette monnaie d'aller chercher le producteur local finalement pour pouvoir utiliser sa monnaie. Je suis bien d'accord et j'adorerais disserter, mais le temps sera un peu court, sur la notion de liberté de la monnaie. Nous, je crois que la monnaie locale, une des essences, c'est aussi de rajouter des contraintes, comme vous le disiez, et de se dire, on aimerait qu'une partie de la monnaie soit contrainte avec une valeur écologique respectueuse, avec une valeur sociale respectueuse, avec une valeur économique responsable. L'euro a beaucoup de fuites monétaires sur un territoire. Quand on paye en euros, l'euro part dans les banques qui servent à financer, à spéculer ou à financer je sais pas quelle activité. Les monnaies locales sont 100% de l'économie réelle. Sans aucune spéculation. Il n'y a pas de spéculation. Bien sûr, et ça c'est une contrainte, se dire on contraint la monnaie à l'économie réelle, ça me paraît pas déconnant. Non. Et on va conclure là-dessus, Michael Medina et nos autres invités, Guy Lafortelle, Jérémy Grésigne, sur cette monnaie qui n'est pas déconnante. Merci à vous trois. Alors, seulement pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui veulent rentrer dans le concret, je vais vous demander, Michael Medina et Jérémy Grésigne, comment ils font pour se renseigner pour les monnaies locales dans la localité dans laquelle ils sont, Michael Medina et Jérémy Grésigne, pour la June. Comment font-ils pour avoir plus d'informations ?
Oh, eh ben, ils peuvent aller sur le site du Mouvement Sol. Il y a une carte de toutes les monnaies locales de France. Une fois qu'ils ont trouvé la monnaie de leur territoire, ils tapent le nom sur Internet, ils tombent sur le site Internet et ils adhèrent en ligne. Ils envoient un petit mail, ils passent un coup de téléphone, ils vont les voir sur des marchés, des stands, des festivals. Voilà, la prise de contact est très facile. D'accord, donc le site du Mouvement Sol, S-O-L, chers amis. Et puis pour Jérémy Grésigne et la June? Alors pour la June, c'est particulier, c'est quelque chose qui est complètement décentralisé, donc il n'y a pas de site officiel. Cela dit, la communauté qui a lancé le projet tient un site qui s'appelle monnaie-libre.fr et il y a un forum qui est associé à ce site web où vous trouverez toutes les informations. Cependant, j'invite vraiment tous les auditeurs qui voudraient s'intéresser au projet à remettre en question et à s'intéresser à la création monétaire, à comment fonctionne la monnaie de nos jours. Et pour ça, je recommanderais par exemple les vidéos de Eureka sur YouTube, qui est un vulgarisateur de l'économie, qui explique comment ça fonctionne. Et donc, pour s'inscrire sur la monnaie libre, il suffit de créer un compte sur l'application qui s'appelle Cesium. Et vous trouverez beaucoup de ressources en tapant monnaie libre sur votre moteur de recherche. C'est bien reçu, merci beaucoup Jérémy Grésigne. Vous parliez de vulgarisateur de l'économie, mais le meilleur vulgarisateur, c'est Guy de Lafortelle, je le rappelle, éditeur financier et fondateur de la lettre d'actualité, l'investisseur Costume Costume. Merci beaucoup à vous trois. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.